two, three, four. Bonjour et bienvenue dans cet épisode bis, histoire de prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques. Dans cet échange, publié une semaine après le premier entretien, je retrouve donc mon invité pour évoquer une problématique concrète de bien-être ou de développement personnel. Qu'est-ce qui, dans le comportement de nos enfants, petits et grands, doit nous alerter ? Comment créer le dialogue avec eux pour qu'ils se sentent autorisés à nous parler de leurs émotions, même les moins reluisantes ? On en parle avec Josefa Del Pupo, la psychologue que vous avez entendue dans le dernier épisode de La Petite Voix. Bonjour Josefa. Bonjour Herveline. Bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Merci beaucoup. Bon, on se retrouve pour cet épisode bis dans lequel j'aime bien donner à travers mes invités des conseils hyper concrets sur une thématique qui leur est chère. Et puis toi, quand je t'ai interrogé là-dessus, tu m'as dit j'ai envie qu'on parle de l'importance de la prévention vis-à-vis des enfants, des signaux qui doivent peut-être parfois nous alerter dans leur comportement, etc. On peut comprendre pourquoi le sujet t'intéresse en partie avec ton parcours que tu nous as expliqué la semaine dernière, mais j'aimerais bien te laisser en parler. Pourquoi c'est si important ? Alors, pour moi, effectivement, l'intérêt porté aux enfants, c'est important parce que c'est un âge où tout se construit. C'est un âge où, effectivement, l'enfant est vulnérable, soumis à plein de choses, aussi bien positives que un petit peu plus négatives, et qu'effectivement, notre importance à nous en tant qu'adultes, c'est de pouvoir les préserver ou en tout cas les accompagner pour leur permettre de grandir. L'idée, c'est pas forcément les protéger de tout, parce que ce sera jamais possible, mais c'est en tout cas de leur apporter des outils, des ressources pour qu'ils puissent petit à petit devenir aussi acteurs de leur propre chemin. Alors, juste une précision, quand on parle d'enfants, on parle de quel âge là ? Alors, tous les âges, parce que du coup, cette vigilance-là, ou en tout cas l'attention portée, elle est là dès les premiers jours de vie, ouais. Mais voilà, jusqu'à l'adolescence et même après. Enfin, on se rend compte aussi que en tant qu'adulte, la plupart de nos fragilités ou de nos troubles adultes prennent souvent leur essor dans l'enfance ou dans l'adolescence. Ouais. Et qu'effectivement, si on vit quelque chose à l'âge adulte, c'est une résonance de quelque chose que l'on a vécu enfant. Donc là, toi, les conseils que tu nous donnes, c'est comment anticiper et dégoupiller assez tôt dans le parcours de l'enfant ce qui pourrait être problématique dans leur vie d'adulte, quoi. Éviter qu'ils se traînent trop de boulets plus tard. Alors oui, parce que du coup, la première chose à faire, c'est peut-être déjà l'observation. Parce qu'on connaît finalement le caractère d'un enfant, on connaît sa nature, on sait comment il réagit au quotidien. Et il y a plein de petites choses qui vont nous amener à dire, tiens, là, il est différent. Là, il y a quelque chose qui va pas. Ou il est un petit peu plus agressif. Ou peut-être qu'il régresse, et notamment chez les jeunes enfants. Il y a des enfants qui ont réussi à se développer, à rentrer un petit peu dans des étapes de l'autonomie. Et à un moment donné, ils font 2 pas en arrière et ils régressent. Et ça fait partie du cheminement naturel du développement de l'enfant, mais si ça dure parfois trop longtemps et que c'est récurrent, là peut-être qu'il y a autre chose derrière à entendre. Donc ça peut être la régression, ça peut être des enfants qui parfois s'isolent, des enfants qui n'ont plus envie de parler, ou parfois des enfants qui ont des troubles du sommeil. Alors là aussi, il y a un point de vigilance à avoir, c'est que les troubles du sommeil chez l'enfant sont légitimes. Il y a des cauchemars, il y a des terreurs nocturnes, mais si ça dure plus de, 6 semaines ou 2-3 mois, et si c'est récurrent, et si vraiment il y a des choses qui ne s'apaisent pas, peut-être qu'il y a quelque chose à entendre derrière. Donc, ce qui est intéressant là, dans ce que tu dis, c'est vraiment cette notion d'observation, de relever ce qui, dans le quotidien, change sur une période un peu trop longue, quoi, dans des attitudes, voilà. En fait, ce que je me dis, et là c'est la maman qui parle, l'observation parfois elle est difficile, tu sais, parce qu'on est la tête dans le guidon et ça demande un vrai temps de se poser en fait que d'observer. Donc c'est intéressant de le rappeler. Donc ça c'est en fait la première chose à faire, c'est juste ça,
C'est ça, c'est juste finalement avoir un point de vigilance sur son enfant. Et en même temps, j'entends ce que tu dis, c'est que même si on donne des conseils ou si on donne des petits tips comme ça, c'est sans aucune culpabilisation parce qu'effectivement, nous aussi, on a le nez dans le guidon, on est super speed, on peut aussi être moins patient certains jours. Ah bon? Oh, Ça t'arrive, toi? Moi, jamais. Ah non. Ah, ok. Ouais, on en a entendu parler, toi aussi. Ouais, c'est ça. Surtout chez les autres. Bien sûr. Mais du coup, on a le droit aussi finalement de passer à côté. Oui. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même de remarquer des petites choses. Et justement, on parlait de l'agressivité, on parlait des émotions, des traits de comportement comme ça. Et ben, ça vaut le coup d'aller à l'écoute de cet enfant-là, de se poser un temps avec lui dans un coin un peu calme ou un moment un peu propice, du coup, à cet échange-là. Et d'aller lui demander, tiens, là, j'ai remarqué que t'allais pas forcément bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui allait pas dans ta journée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a agacé? Et petit à petit, lui permettre aussi, de mettre des mots sur ce qu'il vit. Donc, on provoque un peu l'échange, la discussion, on pointe, avec lui, ce qu'on a relevé, quoi. Parce que pour moi, il y a 2 points qui sont essentiels. C'est déjà de construire un espace ou un temps d'échange suffisamment sécure ou suffisamment bienveillant pour que l'enfant se sente autorisé aussi à dire les choses et que du coup, dans cet espace-là, il y ait une écoute bienveillante sans jugement qui puisse accueillir aussi les émotions du gamin. Donc en fait, c'est presque une écoute, tu sais, ça me fait penser à la communication non violente, c'est-à-dire que on laisse l'enfant parler. Surtout, en fait, on est plus vraiment en écoute active que à apporter des solutions ou répondre. C'est ça, parce que le plus important pour moi, c'est finalement accorder du crédit à cette parole-là. Parce que très souvent, en tant que parent, les enfants, ils viennent dire « Ouais, à l'école, il s'est passé ci, elle m'a plus parlé » ou et nous, on a tendance à dire « Oui, c'est pas bien grave, quoi. Enfin, c'est bon, allez, passe à autre chose. » Oui. Et alors oui, effectivement, c'est normal pour nous aussi d'avoir cette posture-là. Mais peut-être qu'à sur un autre temps, à un autre moment, on peut leur dire tiens, allez, t'as vécu ça de difficile, viens, on en reparle. Sauf que potentiellement, un enfant qui traverse un moment difficile pour X raisons, du coup, il va pas vouloir nous en parler, justement. Ça va être trop compliqué, ou il va pas être à l'aise avec ses émotions, il va pas savoir comment le dire. Donc, on peut pas non plus, tu vois, créer cet espace-là. Ça peut presque être pour lui un peu... Alors, c'est pour ça que si on arrive comme un cheveu sur la soupe en disant tiens, là, t'as 5 ans, dis donc, t'as vécu un truc difficile, viens, je t'en parle, ça a pas de sens. Ouais. Mais s'il y a un temps d'échange à un moment donné, on donne l'autorisation de parler de soi et de parler de ses émotions, et que c'est instauré depuis le départ, finalement, oui, quand t'arriveras à vouloir parler des choses, ça arrivera pas comme un cheveu sur la soupe, mais ça sous-entend que toi, en tant qu'adulte, tu puisses faire le point sur tes émotions aussi et pouvoir dire à l'enfant tiens, regarde, maman aussi aujourd'hui ou papa aussi, tiens, j'ai eu une journée difficile, là ça m'a agacé, là il s'est passé ça, j'étais un petit peu déçue, machin, enfin voilà, et du coup qu'on soit aussi au clair avec nos émotions qu'avec celles du gamin. Et je pense que c'est ça l'important, oui, c'est l'espace sécure où tu peux déposer quelque chose sans qu'il y ait de risque de les déposer. Parce que l'idée, c'est pas de trouver des solutions non plus. C'est pas toujours à nous de trouver des solutions, parce que ce seront les nôtres et avec notre regard d'adulte, mais permettre à l'enfant de développer ses propres ressources, ses propres solutions, d'aller les tester sur son terrain à lui. Il se tarte une fois, c'est pas grave, il a le droit de se tarter. Oui. Et puis après, il réessaye, il réajuste. Et puis après, il y a un autre temps aussi, mais qui va, avec cette question de l'espace, c'est de construire une routine sécurisante ou en tout cas des temps qui permettent à l'enfant de s'apaiser aussi. Parce que certains gamins n'auront pas toujours la facilité de parler et de mettre en mots des choses, par pudeur. Parfois, l'âge aussi ne permet pas d'avoir tout le vocabulaire nécessaire pour parler des émotions. Et donc, du coup, autant trouver des activités ou des médias qui permettent d'apaiser, comme le sport, la musique, le dessin, la relaxation ou la méditation pour les enfants. Il y a un ouvrage qui est génial, qui est calme et attentif comme une grenouille, qui permet d'accéder déjà pour les tout jeunes à ces exercices-là de méditation ou de prise de conscience de soi. Et ça, c'est génial. Donc en fait, là, tu es en train de dire il faut créer au quotidien, on n'attend pas de sentir que ça ne va pas, mais d'être capable au quotidien de créer ces moments-là avec nos enfants qui sont plutôt des temps un peu calmes, de ressourcement pour tout le monde en fait. C'est ça.
Ok. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi pour bien accompagner nos enfants et puis essayer de dégoupiller ce qui mériterait de l'être? Alors après, il y a un autre point intéressant aussi, c'est d'accepter peut-être les fragilités ou les vulnérabilités de l'enfant et de pas toujours les pointer du doigt, mais du coup de prendre la contrepartie et d'aller trouver des ressources, des forces et d'encourager du coup ces forces-là. Tu peux donner un exemple concret? J'en ai pas de très précis en tête, mais je vois qu'on est quand même dans une société où on a tendance à dire ce qui ne va pas, notamment dans le milieu scolaire. Ouais. Où effectivement, en tant que parent, on a tendance à dire, bah tiens, là tu t'es pris un 8/20 en physique, en chimie ou autre, et du coup de rester focalisé là-dessus, alors qu'au fond, le gamin, il a mais tellement d'autres compétences, mais qui sont peut-être plus manuelles, plus pratiques, ou qu'il a développé un autre champ de compétences, et qu'effectivement, on va pas forcément s'appuyer sur ce champ-là de compétences. Ok. En fait, tu vois, ce que tu dis me fait aussi penser à ce qu'on entend beaucoup dans l'éducation positive et bienveillante, d'être plus dans une forme de valorisation plutôt que de sanction, ou on pointe ce qui va bien. Mais tu vois, en te le disant, je me dis, c'est délicat. On entend beaucoup que cette éducation positive peut en faire des enfants rois. Donc, comment être dans une posture très juste, c'est-à-dire j'acte tes qualités, mais par contre, je fais pas comme si tu t'étais pas planté en chimie, par exemple. Tu vois ? Bah oui, bien sûr. Il y a un juste milieu. Après, il y a 2 points à avoir en tête. C'est aussi se poser la question vis-à-vis de soi, de ce que l'on entend de l'enfant aussi, et de pourquoi on attend ça de l'enfant. Parce que parfois, c'est nos propres idéaux, c'est nos propres attentes, et c'est une projection vis-à-vis de l'enfant, et du coup, ça lui appartient pas. C'est à nous, et il faut peut-être balayer devant notre porte aussi. Et en tant que parent, parfois, on veut le meilleur pour l'enfant. Oui. Mais il y a une forme de contrôle derrière. Et puis après, il y a un autre point aussi, c'est d'accepter de passer le relais, parfois, de demander des conseils à des professionnels, à d'autres personnes. Et ça a son importance aussi, finalement, d'aller prendre des informations, prendre des conseils qui sont pas toujours valables là dans la situation, parce qu'ils sont forcément à ajuster. Oui. Et à se réapproprier. Mais voilà, ça permet aussi de ne pas être seul, en tout cas. Et ce que tu dis là, dans ces cas-là, c'est de consulter soi en tant que parent pour avoir des billes sur comment bien accompagner son enfant, ou emmener son enfant chez un thérapeute? Alors les deux, mon capitaine, mais l'un va pas sans l'autre. Très souvent, notamment chez les ados, j'ai des parents qui m'emmènent l'ado en me disant « Oh, il a un problème ». Et l'ado qui me dit « Bah non, c'est pas moi qui ai un problème, c'est la mère ». Super, on va y arriver. C'est peut-être les deux. Et effectivement, je pense que, notamment chez les plus jeunes, oui, peut-être qu'il faut accompagner l'enfant aussi, et qu'une personne tierce puisse donner des conseils à l'enfant. Mais du coup, si à la maison, ça suit pas du coup la même philosophie et le même sens, ça devient caduque. Mais oui. Donc autant donner les clés aux parents aussi pour qu'ils comprennent son enfant et qu'ils soutiennent son enfant, parce que c'est lui qui le connaît le mieux. Oui. Et c'est lui qui l'a au quotidien. Donc autant lui donner les clés. Parce que finalement, la question de la prévention finalement autour des enfants, c'est un peu comme l'histoire du petit pousset. C'est que tu vas déposer des choses au fur et à mesure sur leur chemin. Ils les ramasseront peut-être pas tout de suite, mais si, un jour, ils en font quelque chose. C'est comme des outils qu'on met dans leur besace, et puis ils en font peut-être pas quelque chose tout de suite. On a l'impression de travailler un peu à vide, mais sur le long terme, ça peut porter ses fruits. Peut-être. C'est quand même pas gagné, mais peut-être qu'un jour. Ah bah merci, on va rester sur cette note très positive, Josépha, sauf si tu veux rattraper le coup. Non, j'ai pas les moyens de rattraper le coup, là. Bon, bah alors, on fait de notre mieux, on continue comme ça, avec cette vigilance-là quand même, avoir en tête cette notion de prévention et de signaux faibles chez nos enfants, quoi. Oui, même si signaux faibles me va pas dans la thématique. 2 points d'attention ? Ouais, 2 points d'attention, ça me va, ouais. On est d'accord ? Oui. Super, merci Josépha. De rien, merci à toi. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook
YouTube ou TikTok, oui, tout ça, en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself?